Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre consultation publique de consultation en mode virtuel, comme vous savez depuis quelques mois, en raison de la situation sanitaire. Ce soir, nous avons deux projets de règlement qui vous seront soumis. Mais avant de commencer, je voudrais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter les élus qui se sont joints à moi par mode virtuel, évidemment, qui sont en ligne. Tout d'abord, pour commencer, nous avons Madame Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et membre du comité exécutif. Monsieur Ray Khalil, conseiller de Sainte-Dorothée, membre du comité exécutif, ainsi que M. Stéphane Boyer, qui est conseiller du Duvernay-Pontvillot, maire suppléant et vice-président du comité exécutif. Nous avons avec nous M. Yannick Langlois, conseiller de Lorée-du-Bois. Nous avons Mme Frédérique Gauthier, qui est aussi conseillère d'Auteuil, M. Michel Poisson, conseiller de Vimont, ainsi que M. Daniel Hébert, qui est conseiller de Marigot, mais aussi il est le président du comité consultatif en urbanisme. Alors, je pense que j'ai fait le tour des conseillers qui sont présents avec nous. Mais avant de préciser les objectifs et le déroulement de la rencontre, permettez-moi de passer la parole à M. Ray Khalil, qui va représenter M. le maire pour la soirée de consultation ce soir. M. Khalil, bonsoir. Bonsoir, merci Madame la Présidente. Donc, bienvenue à tous. Merci de donner de votre temps à cette rencontre en soirée. Donc, juste pour vous donner un peu le principe derrière la soirée d'aujourd'hui, c'est des consultations publiques qu'on fait lorsqu'il y a des changements de zonage. Ce qui est important de savoir, c'est essentiellement qu'il n'y a pas de décision prise. La ville consulte les citoyens du secteur pour avoir les opinions, savoir s'il y a des enjeux qu'il faut qu'on connaisse, que les gens du secteur maîtrisent un peu mieux, puis de nous permettre d'orienter une décision pour le futur. Puis dans le fond, la demande vient suite à un dépôt d'une personne qui en a fait la demande. Donc, merci pour votre temps, merci à tous les invités, merci aux élus aussi qui sont présents. Puis, je vous laisse entre de très bonnes mains qui vont pouvoir vous donner les détails des projets qui s'en viennent. Puis, ensuite, on va pouvoir écouter tout ce que vous avez à nous dire. Merci. Merci, M. Khalil, et bonne soirée à vous. Alors, les objectifs de la rencontre sont évidemment de vous présenter les deux projets ce soir, de vous informer des prochaines étapes à venir, ainsi que de vous inviter principalement à la participation à la consultation écrite, mais surtout aussi de vous écouter si vous avez des questions en direct. Je vous rappelle que cette consultation publique est aussi enregistrée et on vous donnera tous les détails, comment l'écouter plus tard à votre convenance. Vous pourrez le trouver sur le site de la ville. Donc, le déroulement de la rencontre, nous allons présenter un projet à la fois, suivi d'une période des questions qui vous sera ouverte et on vous expliquera le déroulement des questions dans quelques minutes. Mais avant, permettez-moi de remercier et de vous présenter les personnes qui sont jointes à moi à la salle du conseil. Je vous rappelle que nous sommes à la nouvelle salle de conseil municipal, vu que notre conseil municipal est en train de se faire une beauté. Donc, je vous présente ceux qui vont discuter ce soir. D'abord, Madame Julie Ozel, qui est conseillère professionnelle en réglementation urbanisme, qui va vous présenter le premier projet, ainsi que Mme Chantal Letendre, conseillère professionnelle en réglementation d'urbanisme aussi, qui nous adressera la présentation du deuxième projet. Et à ma gauche ici, du moins ma gauche à moi, M. Jean Chartier, qui est chef de division réglementation d'urbanisme. Cette équipe chevronnée est accompagnée de plusieurs autres personnes qui sont en ligne, qu'on nommera au fur et à mesure qu'on va les nommer pour répondre à certaines questions spécifiques pour éviter de trop allonger la présentation. Mais toutefois, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier Mme Valérie la greffière, maître Valérie Tremblay, qui est avec nous pour prendre les notes et aussi de s'assurer de la réglementation et des suivis si jamais on a des questions plus pointues sur la réglementation. Maître Tremblay, vous êtes avec nous? Bien sûr, Madame la Présidente. Bonsoir, content de vous voir. Moi aussi. Alors, comme vous avez remarqué, votre caméra est fermée ainsi que votre micro. Ne vous en faites pas.
votre caméra et votre micro, vous sera possible de les ouvrir au moment où est-ce que je vais vous passer la parole. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier règlement qui est présenté par Madame Julie Ozel, que je passe la parole. Bonsoir. Allez-y, vous avez votre micro que vous devez allumer. Merci. Parfait. Merci, Madame Joachim. Est-ce que oui, allez-y. Il y aurait juste la présentation? Ah, la présentation devrait apparaître. Exact. Parfait, merci. La voilà. OK. Donc, on commence par le projet de règlement numéro L 2001-3791, projet de règlement modifiant le règlement L 2000 de la Ville de Laval pour un territoire situé à l'ouest de la voie de desserte de l'autoroute Chemédé, autoroute 13, au sud de la rue principale. Au niveau de la localisation du projet, vous avez une carte ici qui vous montre le territoire de la ville, puis un point noir qui illustre la localisation du projet. Donc, on est en bordure de l'autoroute 13 au sud du boulevard Saint-Martin-Ouest. Vous voyez ici à l'écran, avec photo aérienne, le terrain en jaune visé, la rue principale, au nord, puis l'autoroute Chemédé 13, l'autoroute 13, puis au sud, le mégacentre Notre-Dame et la rue Mélanie. Et en environ, on vous illustre ici les environs immédiats avec des habitations entre la rue principale et la rue Narcisse-Brisebois, la rue Paul-Émile Roger, la montée Champagne, la rue Mélanie et le mégacentre Notre-Dame à la gauche. Donc, le projet, la modification au règlement de zonage fait suite au dépôt d'un projet qui est illustré ici, qui consiste à construire un bâtiment à vocation industrielle habitant un entrepôt, un centre de distribution, des bureaux administratifs et un commerce de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures et accessoires. Tel qu'illustré ici, il s'agit du siège social de la compagnie Ardennes. Le projet du requérant, donc les principales caractéristiques, c'est un bâtiment de 3 étages avec 360 cases de stationnement sur 674 cases exigées et des aménagements paysagers tels qu'illustrés. Le projet du requérant aussi comme principale caractéristique, il y a 27 quais de chargement-déchargement sur la façade latérale droite, donc pour pouvoir desservir une capacité de 20 camions entrants et 20 camions sortants entre 8h et 17h dans les mois du plus fort achalandage, donc novembre à janvier et juin à septembre. Puis pour les moments de moins fort achalandage, 10 camions entrants et 10 camions sortants, soit entre 8h et 17h de février à mai et octobre. Donc, aussi, au niveau des caractéristiques du projet, l'accès au site pour tous les types de modes de transport, ici, sont illustrés par différentes couleurs, là, mais en résumé, l'entrée se ferait par le mégacentre, tel qu'illustré en mauve, par l'autoroute 13, à travers le site du mégacentre, pour ensuite accéder au site de Ardennes. Ça, c'est pour entrer sur le site. Pour sortir du site, ce serait donc par la rue Narcisse-Brisebois pour les camions, soit par la rue Narcisse-Brisebois ou le mégacentre pour les voitures, puis par le mégacentre pour les piétons et les vélos. Il y a aussi un projet de lien routier qui se ferait éventuellement, un lien routier entre la rue principale et la rue Narcisse-Brisebois. Si on prend ici... dans la partie gauche de l'image, on voit une petite partie de la rue donc, qui déboucherait sur la rue principale éventuellement. Dans les principales caractéristiques, il y a aussi l'accès aux camions, donc qui se ferait, qui est illustré ici en rouge. Donc, l'accès par le mégacentre Notre-Dame. Puis, on voit ici le tracé des camions, donc qui passerait à l'avant des bâtiments pour venir accéder au quai de chargement-déchargement situé à la gauche.
Je vous présente en résumé l'analyse en termes de planification du territoire. On a le schéma d'aménagement et de développement révisé, le SADR, donc qui prévoit une affectation commerciale régionale et qui permet des fonctions dominantes, dont des fonctions industrielles compatibles, commerce de détail ou services et de bureaux. Le schéma prévoit aussi des balises de verdissement, de contrôle des îlots de chaleur, de gestion des eaux pluviales et d'aménagement paysager. On a aussi tout le traitement de l'accès au site, comme qui vous a été mentionné, donc un accès immédiat par le mégacentre, puis un accès éventuel par la rue Narcisse-Brisebois et le mégacentre. Puis, on prévoit l'assujettissement à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour un contrôle de l'architecture et d'autres éléments. En termes d'opportunités, la construction, ça permet la construction d'un terrain qui est actuellement vacant. Puis en termes d'environnement, on est en bordure de l'autoroute 13, à proximité de commerces à grande surface au sud et d'industrie à l'est. Puis il y a des habitations au nord et à l'ouest. Et il y a présence sur le site d'un milieu humide et d'un cours d'eau. Le zonage actuel, illustré en mauve, c'est la zone CA 488 qui permet des commerces 1 et 2, donc commerces de services et de détail, les centres d'achat avec les usages commerce 1 et 2, public et semi-public. Il y a des dispositions particulières prévues dans cette zone, soit la hauteur maximum d'une enseigne sur poteau qui est fixée à 40 pieds. Illustré en mauve ici, la zone projetée au projet de règlement, donc la zone CA 689, où on vient reporter les usages permis, usage commerce 1-2, déjà autorisé, centre d'achat avec usage commerce 1-2 et public semi-public déjà autorisé. Puis on vient ajouter l'usage entrepôt et centre de distribution de l'usage industrie 1. On vient aussi préciser et permettre des usages complémentaires incluant commerce 1 en complément à l'usage entrepôt ou centre de distribution de l'usage industrie 1. Donc, de venir encadrer la boutique Ardennes qui est prévue dans le projet. Il y a plusieurs dispositions particulières qui sont prévues au projet de règlement, donc de permettre 2 allées d'accès communes perpendiculaires au lieu d'une seule. Donc, ces allées communes-là sont celles qui permettent un lien entre le mégacentre Notre-Dame et le projet Ardennes. Il y a des dispositions applicables aux usages industriels. On peut préciser lesquels on veut appliquer dans le cas d'un projet industriel, puis comment on veut encadrer cette mixité industrielle et commerciale. On vient fixer les distances entre le bâtiment et les limites de terrain à 75 pieds à l'avant, la cour adjacente côté rue, donc du côté de Narcisse-Brisebois, 75 pieds, la cour latérale donnant sur le mégacentre à 20 pieds et la cour arrière à 10 pieds. On vient aussi préciser des distances entre les arbres et le pavage. Le règlement de zonage prévoit une distance de 3 mètres. Cette distance-là serait diminuée à 1,5 mètres. On vient aussi préciser un nombre minimum de cases de stationnement, une hauteur maximum d'une enseigne sur poteau. On vient assujettir le projet à un PIA, puis exiger des études, soit une étude de modélisation acoustique du bruit généré par le projet en PIA, et des mesures de mitigation de l'impact des phares des véhicules sur les propriétés voisines générées par le projet, aussi en PIA. Donc, on a une autre zone, la zone CA, qui est une zone résiduelle. Après avoir créé la CA 689, il reste un bout de la zone, donc on la met en CA. On vient reporter les usages commerce 1 et 2 et limiter les centres d'achat aux centres d'achat de voisinage avec commerce 1 et 2, usage public et semi-public. Entre le premier projet qui a été déposé et le second projet qui serait prévu suite à la consultation publique, si le conseil municipal poursuit les démarches, d'autres modifications sont à prévoir. Au niveau de l'accès, une modification aux accès a impliqué une modification au plan. Donc, Narcisse-Brisebois n'étant pas le seul accès,
des plans ont été révisés en fonction d'un accès via le mégacentre, ce qui a impliqué des ajustements au plan. Une fois ces plans analysés, une réduction du nombre de cases de stationnement est requis. Donc, le ratio prévu au projet de règlement doit être révisé à la baisse. Puis, on doit aussi permettre une largeur maximale d'une des deux entrées communes donnant sur le mégacentre à 70 pieds au lieu de 25 pieds. On passe donc d'une exigence de d'une proposition de 406 cases à 360 cases proposées. Puis les arguments qui sont mentionnés par le requérant, c'est que en fonction du nombre d'employés, de la répartition de leur horaire de travail, des employés en travail et des possibilités soit de transport en commun existants ou possiblement développable avec la STL, soit par une navette, par exemple. Les cases fournies répondraient aux besoins du projet. Autre modification prévue au second projet, mais cette fois-ci, modification identifiée par la Ville lors de l'analyse des plans modifiés déposés. De nouveaux critères de PIA seraient proposés afin de s'assurer que l'intensité de l'éclairage soit grandement diminuée le soir et les fins de semaine sur le site. Aussi, des modifications des dispositions existantes visant à atténuer l'impact des phares des véhicules sur les habitations à proximité seraient proposées. Donc, exiger une clôture opaque d'une hauteur d'au moins 8 pieds au lieu de celle proposée qui a une hauteur de 6 pieds. Ajouter une norme exigeant une hauteur minimale de conifères d'au moins 6,5 pieds, puis aussi modifier un critère de PIA en exigeant une plantation de conifères entre les habitations, les aires de manœuvre et le stationnement, justement pour atténuer l'impact des phares des véhicules. Qu'est-ce qu'un PIA? Un plan d'implantation et d'intégration architecturale permet d'assurer une bonne intégration du projet dans son milieu d'insertion, d'évaluer un projet, donc évaluation du projet par la Ville à partir d'objectifs et de critères d'aménagement particulier plutôt que uniquement des normes, puis une approbation du projet par le comité exécutif est nécessaire avant la délivrance du permis de construction. Donc, le projet de règlement prévoit d'assujettir le projet du requérant aux objectifs du PIA qui est déjà prévu au règlement de zonage, qui est la partie 22, partie 9-22, qui est un PIA pour certaines zones industrielles. L'objectif serait donc une implantation continue le long de la voie publique et une intégration entre le caractère industriel et le voisinage, une architecture de qualité et un traitement de qualité sur tous les murs du bâtiment, puis une qualité visuelle par des aménagements paysagers. On propose aussi dans le projet de règlement d'ajouter des objectifs de PIA afin d'améliorer l'image du paysage autoroutier par des aménagements extérieurs, d'atténuer les impacts sonores du projet à proximité des habitations, puis d'atténuer l'impact des phares des véhicules du projet à proximité. J'ajouterais aussi atténuer l'impact de l'intensité d'éclairage du site, comme on a mentionné dans le second projet de règlement, une modification qui est prévue. Impact sonore. Donc, comme mentionné plus tôt, le projet de règlement prévoyait une étude d'impact sonore, donc une étude acoustique qui a été reçue déjà et analysée par la Ville. Et les résultats sont que l'étude, en fait, les objectifs visés de cette étude-là étaient d'évaluer l'impact du projet sur les résidences à proximité. Aussi, de valider la nécessité d'un mur, puis si un mur était requis, d'en vérifier l'emplacement, d'en déterminer l'emplacement et la longueur. L'émission sonore du projet, donc les éléments qui ont été tenus en compte dans cette étude-là, sont les camions de livraison et les alarmes de recul, les équipements mécaniques au toit. Puis ce logiciel de modélisation inclut des données qui sont spécifiques au site, donc l'absorption atmosphérique du bruit, la topographie du sol et les réflexions sur bâtiments sont aussi modélisés. Les résultats,
En termes d'impact sonore, donc les niveaux sonores simulés du projet respectent les seuils maximaux prévus au règlement municipal et aussi ceux prévus dans une note d'instruction provinciale. Le niveau de bruit engendré par le projet est inférieur au bruit de fond existant, puis les seuils maximaux qui ont été retenus dans cette étude-là sont ceux qui sont à proximité des résidences, donc des bruits de fond plus bas que ceux mesurés près de l'autoroute. En termes de résultats, de changements perçus, donc il y a une différence entre les niveaux sonores du projet et le bruit de fond. Il va y avoir aussi des changements qui seront perceptibles, mais qui sont conformes au règlement et à la note. Puis, il est à noter aussi que le bâtiment proposé joue un rôle anti-bruit pour certaines des résidences. Concernant l'impact des phares sur les véhicules, les phares des véhicules sur les habitations, illustré en bas ici, le camion avec les phares. Il y a une clôture de proposée sur les plans de 6 pieds. Comme mentionné précédemment, une recommandation était mise par un service de la ville à l'effet de monter la clôture à 8 pieds pour limiter les impacts et de planter des conifères d'une hauteur de 6 pieds. Ici, montré des conifères à maturité. Et bien entendu, au moment de la plantation, les arbres devraient avoir, selon la proposition, un minimum de 6,5 pieds, 2 mètres. La clôture proposée doit suivre la limite entre le terrain et une zone publique, donc presque l'ensemble de la limite arrière et une partie de la limite latérale du terrain. Concernant les prochaines étapes, donc aujourd'hui, la consultation virtuelle, puis pour les 15 prochains jours, jusqu'au 8 septembre, une consultation écrite. Suite à cette période de consultation virtuelle et écrite, les préoccupations, commentaires, questions seront transmises aux élus pour décider si ceux-ci vont de l'avant ou non avec l'adoption du second projet de règlement. Dans l'éventualité où ceux-ci décideraient d'aller de l'avant avec le projet, donc il y aurait adoption d'un second projet de règlement en septembre 2021, publication du rapport de consultation et de la décision du conseil municipal en septembre aussi, puis il y a possibilité ensuite d'une demande d'approbation référendaire possible à la fin septembre 2021, adoption du règlement en octobre 2021 pour une entrée en vigueur du règlement fin octobre 2021. Donc, pour les 15 prochains jours, la consultation écrite se fait en ligne. L'enregistrement de la consultation virtuelle va être disponible avec le projet de règlement. Les questions, commentaires ou avis écrits peuvent être envoyés à l'adresse suivante, assemblée.urbanisme@laval.ca. L'information est disponible sur le portail de la Ville en cliquant, en mettant dans la barre de recherche « Assemblée publique zonage ». Ce sera le premier résultat qui sera visible, puis vous accéderez à la page avec l'information. Il est important de noter que tous les commentaires ou avis écrits en vue de l'adoption ou non du second projet de règlement, avec ou sans changement, seront rendus publics. Pour ce projet de règlement, il est possible de déposer une demande d'approbation référendaire. Elle peut viser les dispositions concernant la création de nouvelles zones, de nouveaux usages autorisés, des normes d'implantation, des usages autorisés dans les cours et des normes de stationnement. Puis, la demande d'approbation référendaire, en résumé, est un processus en 3 étapes, soit la demande de participation à un référendum, la tenue du registre et le scrutin référendaire. Ici, illustrée la carte de la zone visée et des zones attenantes ou contiguës, avec les noms de rues, afin que vous soyez en mesure d'identifier en partie si vous êtes situé ou non à l'intérieur des zones. Toutefois, pour savoir exactement si vous êtes dans une zone visée ou concernée, il faut contacter le service du greffe
Puis le plan de la zone sera aussi disponible sur le portail de la ville. La charte de participation, donc, Madame Joachim, est-ce que vous voulez le lire en faire part ou si je continue? Allez, ça va, merci. OK. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. La façon que ça va fonctionner, c'est que pour avoir un droit de parole, vous devez lever votre petite main qui va vous être présentée sous peu. Est-ce qu'on voit la petite main? On passe à la prochaine, je pense, diapo. Non, c'est bon. On passe tout de suite à l'autre. Ah. Non. On passe à l'autre diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, la période des questions, vous avez la petite main, donc vous levez votre petite main et ainsi vous allez avoir le droit de parole qui va m'être donné ici, donc l'ordre de parole me sera indiqué dans l'ordre que vous allez apparaître. S'il vous plaît, ne pas écrire dans la discussion parce que ça va être deux façons de faire très différentes. Donc, nous allons prendre les questions, essayer de répondre. Je voudrais d'abord vous rappeler qu'on est là pour écouter. Donc, il n'y a aucune décision qui est prise ce soir. Tout se fait avec beaucoup de respect. On peut ne pas être d'accord, mais on y va avec une discussion polie et ouverte. Nous allons prendre en note tous vos commentaires. Donc, je n'ai pas nommé les personnes qui vont répondre, mais à fur et à mesure que, dépendamment des questions, les personnes les plus appropriées vont répondre. Donc, quand je vais vous appeler votre nom, nous allons ouvrir votre micro, vous permettre d'allumer votre micro et votre caméra, vous pourrez l'allumer. Et on vous demanderait peut-être juste de vous présenter pour qu'on soit sûr à qui on s'adresse. Et nous allons ainsi répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main dans le programme. Madame Chantal Viau, à vous la parole. Oui, bonsoir à vous tous. Je suis Madame Chantal Viau, résidente depuis 6 ans au 64 principal condo B. I would like to know if this presentation would be available in English for all the residents, co-proprietor tenants that are of only English-speaking language so that they might have access to the information that we were just given. The presentation is only given in French. At this point, we don't have an English version. However, if any question might occur that people could not understand, please refer it to the Bureau du Greffe or to the Urbanisme, and we will be pleased to answer any questions. However, as you know, we don't have an English version. Laval is a unilingual city in French. However, any question you might have, we will reply. You could write to the Urbanisme and we will get you any answer or call. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur Yvan Leclerc? Bonjour. Bonjour, vous monsieur. Bien? Oui? Oui, je réside au 53 rue principale. Je voulais savoir l'accès au site via la rue Narcisse. Ça sera seulement pour des voitures, il n'y a aucunement prévu de camions. Et puis, je ne vois pas par où l'accès pourrait être, puisque présentement, il y a des bâtiments. Donc, comment c'est prévu l'accès? D'accord, nous allons... Oui, allez-y. On peut peut-être remettre la carte, ainsi qu'on peut vous montrer. Oui. Monsieur Leclerc, donc, effectivement, dans l'immédiat, l'accès est prévu pour tous les modes de transport là, via le mégacentre.
Jean, est-ce que c'est possible avec la souris? Est-ce qu'on peut montrer avec la souris? Oui, voilà. Oui, de montrer le trait en mauve, en fait, et l'accès qui se ferait sur le mégacentre. Le trait en mauve, donc... Elle apparaît La souris n'apparaît pas. OK. Donc, vous voyez, il y a un trait en mauve dans le haut de l'écran à la droite, juste au-dessus de ce qui est écrit « De vers Boulevard Notre-Dame ». Donc, les camions entrent ici, puis vont vers les quais de chargement. Ça, c'est dans l'immédiat. Mais effectivement, éventuellement, un accès, tous les types de modes de transport, camions, véhicules, accéderaient par la rue Narcisse-Brisebois dans les deux sens. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est uniquement l'utiliser pour la sortie, donc sortie des camions et des voitures, mais dans éventuellement, ça pourrait servir pour les camions et les voitures, entrée et sortie. L'emplacement qui est prévu pour le projet pour connecter sur la rue principale, donc c'est le prolongement du... Jean, si tu vas... juste le petit bras, là. Exact. Fait qu'à cet endroit-là, il y a des terrains qui sont vacants, donc un terrain qui est vacant entre deux bâtiments. Et c'est à cet endroit-là que Narcisse-Brisebois viendrait déboucher sur la rue principale. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais cette portion-là, est-ce qu'elle serait no truck? C'est un petit peu ça ma question. En fait, les camions n'auraient pas intérêt à passer par là puisqu'ils arriveraient par l'autoroute 13, donc auraient accès directement par Narcisse-Brisebois. OK. Ça va? Parce que la largeur de la rue principale n'est vraiment pas faite pour des 53 pieds. Ce qu'on peut faire, c'est, on a de disponible M. Daniel Rassette, ingénieur à la circulation et transport du service d'ingénierie, qui pourrait venir compléter la réponse que je vous ai donnée, puis en fonction des camions, là, si un accès va être interdit aux camions via la rue principale ou non. Bonsoir, M. Leclerc. En fait, la carte, oui, on aurait pu garder la carte, là, mais en fait, Laval, on a un réseau de camionnage qui est identifié et la rue principale, comme telle, ne fait pas partie du réseau de camionnage. Donc, mis à part pour les livraisons locales, c'est sûr que la desserte principale que les camionneurs vont emprunter, c'est la voie de service de l'autoroute 13. Et comme on le montre là, via l'accès de la rue Narcisse-Brisebois, c'est cet accès-là qui va être utilisé principalement par les camionneurs. Bien sûr, on les contrôle pas tous, mais comme je vous dis, de façon prioritaire, c'est cet accès-là qui va être emprunté là, par les livraisons. Oui, je posais la question parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà du trafic de camions 53 pieds qui voyagent sur Principal là, depuis peut-être, je dirais, 2 ans environ. Et puis, lorsqu'ils veulent tourner sur la voie de service à 13, bien, c'est excessivement dangereux cet endroit-là là, parce qu'ils coupent carrément. Tout le monde doit arrêter de partout. Donc, c'est vraiment pas à conseiller d'avoir des camions sur la rue principale. OK. Éventuellement, ce qui va arriver dans le dossier, quand le lien va être construit, comme on expliquait tantôt, le lien entre la rue principale puis le petit bras qu'on voyait là, de rue d'amorce, au coin de la 13, la rue principale, on prévoit faire un rond-point, donc de fermer la rue principale. Donc, tous les accès vont se faire via les bretelles de l'avenue Narcisse-Brisebois éventuellement là, au futur. Donc, OK, c'est ce qui est visé. Là, je comprends mieux. Fait que ça va réduire. Puis c'est beaucoup. Nous, on a fait des essais et des tests là, de passer par la montée Champagne et de rembarquer par Saint-Martin sur l'autoroute 13. Et même si la distance est plus longue, c'est plus court en temps. On sauve du temps, dans le fond, de s'insérer sur l'autoroute 13 parce que c'est plus difficile à la rue principale d'avoir un créneau, là, disons, disponible pour s'insérer sécuritairement. Exact. Donc, si la petite bretelle, on peut l'appeler comme ça, qui donnerait accès à Principal d'aller au mégacentre ou d'aller chercher la voie de service,
Si ce petit bout-là, il serait camion interdit, ça serait parfait. C'est ça, éventuellement, on pourra voir, mais dans les réseaux de camionnage, comme je vous dis, à la base, c'est normalement, si les camionneurs n'ont pas une livraison locale, c'est la seule exception où ils peuvent se rendre dans une rue qui n'est pas autorisée au camionnage. Il faut qu'il y ait vraiment une adresse sur leur bon de livraison. Autrement, s'ils passent là, c'est à leur risque et péril. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Leclerc. Alors, nous passons à Mme Leila Zabah. Yes, hi, good afternoon. Good afternoon, ma'am. I thank you, first of all, I thank you very much for giving us the chance to participate in this meeting, and thanks for the presentation. My question is, what did you consider for the quality of life of the resident? You know, on the Rue Principale, there are so many residents in the complex Sharplex and also in the other complex that they already miss parks, they miss the entertainment around here, and the quality of their life is not the best already. So what did you consider as the quality of life for them? And the second question, is there any platform for these residents to share their opinion for this big project, for such a big project? People on the not only Rue Principale, all the neighborhood, they have the right to share their opinion. What platform did you consider for them to participate and to share their ideas? And sorry, I forgot to introduce myself, Leila Zabah. I am the owner of 56C Rue Principale, and I'm the administration of the building. And at the same time, I'm driving. I didn't want to miss this chance to participate in the meeting. I mean, on the road, but at the same time, participating in the meeting. Thank you. As mentioned, Ma'am Zabah, as mentioned previously, you have 15 days in order to reply and give your opinion, and all the citizens could write a comments or opinion on the project. This presentation will be online by tomorrow early afternoon. You will be able to review all the presentation with all the cards and the platform. You will be able to add any comments, and you could send an email with your comment or write it through the website of the city. On the other side, for the quality of life of resident, I will leave the discussion to Madame Ozel. Go ahead, Madame. Yes, Ms. Zabah. I'm sorry, I understand that your question is regarding quality of life, but I did not understand specifically on what are your concerns. If you don't mind just repeating. For having such a big project just in immediate neighborhood of the residents of, I am saying Rue Principale because I'm more familiar with there, but others too. Mm-hmm. So for people that they are resident in this area, they don't have things that they miss the needs of the residents, like places for the kids or parks or cultural center. We don't have things that we need here. And it's such a big place that you are talking about this project. It's full of trees and full of green areas that they can also be considered for other things. And this will change the quality of life of these residents. It's such a big industrial project. Okay, thank you. Of course, many elements have been taken into consideration for quality of life, or questions have been addressed to the person who's asking for the zoning amendment. We've taken into consideration noise due to the number of déchargement, loading and unloading docks, the proximity to residents. We've also taken into consideration lighting, the lights of the trucks. We've asked for fence,
We've also asked questions regarding parking spaces to make sure that it would meet the needs of the of Ardennes. In terms of cultural, the needs of cultural equipments, the zoning for this part of the city is based on regional planification, the schéma d'aménagement et de développement révisé, which is C'est pas grave, c'est quoi? Oui, en fait, it's called affectation commerciale régionale. So it's mainly what the city has looked at is mainly looking at commerce de gros, commerce de grande surface, centre commercial de grande surface et industrie compatible. So it's more commercial and industrial use. And of course, there are other uses or function of the site that are possible, but it's not as main or dominant use. And the request that we have received is for commercial and industrial. It's not for cultural, but it will be taken, your comment will be taken in consideration and transferred to Conseil municipal. Parc Sylvie, Parc des Acrobates, so there are already a few parks in the sector for the residents. So there is also the cours d'eau that is being preserved. A water streak. So, yeah, okay. I hope this answers your questions. Thank you. Okay. Again, you will have 15 days to write if you want to add any comments via the website of the city. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce projet? Non. Ceci termine alors la présentation de ce projet. Merci beaucoup pour les citoyens qui sont joints à notre... Oups, il y a une autre addition de Madame Chantal Viaud. Oui, bonsoir. Encore une fois, merci pour votre temps, vos explications. Ce que j'aimerais savoir, c'est je ne comprends pas que si vous avez besoin que le zonage soit changé de commercial, qui je crois qui est présentement le zonage commercial, à industriel. Donc, vous avez besoin d'un accord de la communauté pour que le zonage soit changé pour industriel. C'est ce que j'aimerais comprendre, peut-être en plus ample détail. Et en effet, oui, nous sommes ici résidents copropriétaires et nous avons un sanctuaire d'oiseaux, un marais, qui nous ont été expliqués que c'était une pièce, un terrain qui ne pourrait pas être bâti, un parc, oui, peut-être, mais une zone industrielle, avec ce que nous avez expliqué, vraiment, c'est inconcevable. Alors, je désire juste vous exprimer mon désaccord et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en désaccord, mais j'aimerais savoir pourquoi on a déjà débuté le projet d'instruction pour la construction de ce zonage. Merci. Je peux répondre, Madame Joachim. OK. Madame Viaud, effectivement, donc le changement de zonage, peu importe quel est l'usage, dès qu'il y a une demande pour changer le zonage, il y a un processus qui est entrepris, donc qui prévoit le dépôt d'une demande, puis un premier projet de règlement, puis ce premier projet de règlement-là est soumis en consultation publique pour obtenir vos commentaires. Bien que ce soit un usage industriel, le choix a été de laisser une zone commerciale et non d'en faire une zone industrielle parce que des usages commerciaux sont aussi permis. Puis on est tout simplement venu maintenir les usages qui étaient autorisés, puis y ajouter l'usage demandé pour une industrie.
On est toutefois venu l'encadrer pour y mettre des normes spécifiques au projet. Concernant le marais, effectivement, il y a un milieu humide sur le terrain. On pourrait mettre la carte de la diapo 9 où on le voit. Ce milieu humide-là n'est pas un milieu humide qui est contrôlé par la municipalité au niveau d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'une réglementation spécifique. Donc, il n'y a pas de bande tampon à respecter, mais il est bien identifié sur tous les plans qui ont été déposés par le requérant. Et en plus, le cours d'eau qui est sur le terrain est préservé, il est prévu, et il y a une bande tampon de protection de 10 mètres qui est prévue aussi, et aucun travaux d'autorisé à l'intérieur du cours d'eau et de la bande tampon, qui sont en fait sur un terrain appartenant à la ville dans une zone publique. Yeah, so we get, S'il vous plaît, fermez vos micros. Allez-y. Au niveau des travaux que vous mentionnez, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait des travaux de débuter. Il y a effectivement un certificat d'autorisation qui a été émis par la ville pour démantèlement d'une conduite sur le site et coupe d'arbres rattachés au démantèlement de la conduite. Donc, ce sont les seuls travaux qui ont été autorisés par la ville. Donc, pas de travaux rattachés au projet qui vous est présenté ce soir. Merci. Monsieur Poisson. Je ne sais pas si vous avez votre micro d'ouvert, Monsieur Poisson, mais on ne vous entend pas. Désolé. La superficie au sol du bâtiment incluant des stationnements, parce que quand je regarde visuellement, ça ressemble beaucoup. C'est quoi en pieds carrés ou en mètres carrés le bâtiment, les stationnements versus 100% du terrain? Avez-vous une idée? Oui, Monsieur Poisson, j'ai la superficie du bâtiment qui est de 626 213 pieds carrés. J'ai le nombre de cases, mais en superficie, la proportion de un et de l'autre, ce n'est pas une donnée que j'ai, mais c'est une donnée qui pourrait être calculée dans un second temps ou lors du dépôt des demandes de requête écrite aux commentaires écrits, on pourrait vous sortir ces informations. En termes de stationnement, le nombre, c'est 360 cases qui sont proposées, alors que le règlement en exige 674. OK. Est-ce que je me trompe visuellement? Le bâtiment et les stationnements, ça semble représenter 80% du terrain, là, juste à l'œil. Je ne pourrais pas vous répondre là, sur ça. On vous a dit qu'on n'avait pas le chiffre exact pour l'instant. Merci. Juste pour vous dire qu'il y a d'autres travaux aussi qui sont menés sur le terrain. J'ai eu des appels de citoyens là, qui ne sont pas nécessairement de l'excavation. Merci. On en prend note. Alors, ceci termine la période des questions. Oups, il y en a une autre. Alors, s'il vous plaît, mettez votre nom tout de suite si vous avez des questions pour éviter que... Oui, non. Merci. Alors, Mary Thomasos. Oui, bonjour. My question is... Monsieur, une seconde. Les autres personnes qui sont sur la rencontre, fermez vos micros, s'il vous plaît, pour éviter d'avoir plusieurs sons. Allez-y, madame. Oui, désolée. Alors, ma question, c'est, I'd like to ask it in English with, sorry for the echo. So my question is about the taxes. With this industrial construction, how is this going to affect the property valuations for the owners of surrounding this building? Monsieur Chartier? Would you be able to comment Monsieur, on that? madame? Yes. Allez-y. On n'a pas de données concernant l'impact d'un projet industriel sur les résidences. Puis on n'a pas de personnes ressources là, au niveau de la taxation pour y répondre, mais vous pourriez nous soumettre votre question ou commentaire par écrit pour qu'on puisse aller
poser les questions aux personnes compétentes. Monsieur Chartier, non? OK. Merci. Merci. Monsieur Adrien Denelcu. Monsieur Denelcu. Le micro était fermé. Ça va. Oui, bonjour. Je veux poser une question. C'est regardant l'accès, si vous voulez, à l'entrepôt. Comment vous prévoyez, comment la direction transport prévoit faire rentrer les camions en partant de Montréal? C'est par où ils vont rentrer? Comment ils vont rentrer? Parce que si il prend, par exemple, la sortie Saint-Martin, il devrait prendre la rue principale et puis faire le petit truc sur la déserte sud. Je pense qu'ils n'ont pas pris en considération tous les problèmes qui peuvent se poser au niveau de la circulation. Et je ne pense pas non plus que cette façon de penser qu'on va déboucher entre les maisons une petite accès sur Brisebois, Narcisse Brisebois, je ne pense pas que c'est bien étudié le projet et l'impact sur les résidences. Alors, je pose la question pour M. Racette si tout a été bien étudié avant qu'on passe au projet, surtout en considérant que la rue principale n'est pas propice pour le transport des camions lourds et que déjà on a une parking des camions lourds sur la rue principale et cette affaire se trouve dans une zone résidentielle et lui il venait de dire que c'est interdit d'avoir des camions dans cette zone. Monsieur Leclerc qui lui il a mentionné aussi cet problème. Merci. Merci. Allez-y. Monsieur Racine, allez-y. Oui, bien, en fait, oui, le dossier a été regardé là, pour répondre à votre question. C'est sûr que principalement, les accès, c'est la voie de desserte et la rue Narcisse-Brisebois, là, c'est les accès, puis même à court terme, au niveau du développement, l'accès va se faire via le mégacentre. La voie de service est sous juridiction du ministère des Transports, ce qui fait qu'il y a des non-accès au site qui est imposé en raison des zones d'entrecroisement, quand on passe de la voie à haut niveau de service, là, de l'autoroute 13 sud vers la voie de service, là, il y a une interconnexion. Donc, aux zones d'entrecroisement, le ministère a imposé des zones de non-accès, ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre accès au site que la rue Narcisse-Brisebois. Mais comme je vous disais tantôt, tant que la rue principale n'est pas fermée, c'est ça, les accès vont se faire via le mégacentre au départ. Fait que sur un horizon à court terme, le lien entre la rue Narcisse-Brisebois et principale ne se fait pas à court terme, là. Fait que tous les camionnage va se faire accéder par le mégacentre. Puis éventuellement, le camionnage va emprunter, là, parce que ça va être beaucoup plus facile au niveau des largeurs et d'accessibilité. Le camionnage va utiliser principalement la voie desserte de l'autoroute 13. Puis comme j'ai mentionné tantôt, un peu plus tôt à M. Leclerc, la rue principale ne fait pas partie du réseau de camionnage. Donc, les camionneurs ne peuvent pas l'emprunter, sinon il y a des risques de contravention s'ils se font attraper. Là. Merci. OK, je peux... la question était comment les camions qui viennent de Montréal peuvent emprunter la voie de service sud. Est-ce que vous avez prévu comment? Oui, je sais qu'ils vont rentrer mégacentre là, mais comment vous avez prévu les camions qui viennent de Montréal, qui empruntent 13 Nord, comment vous avez prévu? Et je suis curieux parce que vous êtes en difficulté sur Saint-Martin. Sur Saint-Martin,
vous ne pouvez pas avoir accès qu'en prenant juste la montée Champagne et puis faire à gauche sur la rue principale et rentrer sur l'autoroute, sur la déserte. Alors, en fait, au niveau de l'échangeur de Saint-Martin, tout comme plusieurs entreprises qu'il y a le long de l'autoroute 440 qui sont situées entre deux échangeurs, les camionneurs vont faire le détour à l'échangeur suivant. Là. Donc, l'échangeur Saint-Martin, il est là au niveau avec les bretelles. Puis, ils vont pouvoir reprendre la bretelle de la voie de desserte en direction sud pour accéder au site. Là. Fait qu'il n'est pas requis du tout de passer là, par Montée-Champagne principale. Le réseau supérieur est là pour desservir là, au niveau de la voie de desserte de l'autoroute sud. Puis de l'échangeur Saint-Martin permet complètement aux camionneurs provenant de Montréal ou du sud d'aller faire le virage puis se revenir au site. Bon. OK. Merci. On va revoir cette... Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors, j'attends 10 secondes pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui va ajuster d'autres questions. Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc, avez-vous la main levée? Je voulais juste appuyer. Oui. Monsieur, il a raison complètement. Parce que, mettons, pour nous, c'est facile. Direction 13 Nord, on sort à Saint-Martin, on prend la bretelle pour aller chercher la desserte 13 Sud. Mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des enseignes de camions interdits pour les obliger à la prendre pour éviter les erreurs? Je pense que monsieur marque un point. Je suis certain qu'au départ, il va y avoir plusieurs erreurs. On parle de beaucoup de camions quand même par jour. Il va en avoir beaucoup qui ne connaissent pas la ville, sont au courant de rien. Première fois qu'ils viennent ici, ils vont se tromper. Donc, le monsieur a raison, il doit peut-être diriger. Donc, c'est quelque chose à réviser, je suis certain. Oui, vos interventions là, sont bonnes. C'est sûr qu'il est possible d'ajouter de la signalisation pour la bonifier. J'ai bien pris note de vos interventions. Puis au coin au bout de Montée-Champagne principale ou même à Saint-Martin, là, on pourrait possiblement ajouter de la signalisation là, pour peut-être renforcer le message au niveau du camionnage. Là. OK, merci beaucoup. Merci. Madame Ekaterina Lapteva. Bonjour, je parle pour ma femme, Katerina Lapteva. C'est son nom qui est là. J'avais une question. Pourquoi que ce n'est pas inversé? Pourquoi que les camions ne sont pas du côté du mégacentre? Pourquoi que c'est du côté des maisons? Allez-y. Oui. Excuse. Donc, ce qui est présenté ici, c'est une proposition du requérant. La demande a été formulée pour transférer les quais de chargement, déchargement de l'autre côté. Une des raisons, ce serait le conflit potentiel éventuellement lorsque tous les camions vont passer par, en fait, de façon temporaire. En fait, Narcisse, l'accès sur le mégacentre va se faire pour une période jusqu'à ce que Narcisse-Brisebois débouche sur la rue principale. À long terme, le transfert des quais de chargement, déchargement de l'autre côté aurait représenté une distance supérieure, donc une plus grande distance pour se rendre à la rue Narcisse-Brisebois, ou encore une incitation à passer par le mégacentre qui aurait été plus court, puis un conflit potentiel à long terme entre les différents usagers. Donc, ce qui est proposé, c'est d'éviter de passer à plus long terme sur le mégacentre avec les camions de chargement, déchargement, puisque c'est des chemins, c'est en servitude et en droit de passage sur une propriété privée et c'est emprunté par des piétons et des véhicules, des voitures, dans un espace de stationnement. C'est les raisons qui ont été évoquées par le requérant. Je comprends, merci. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres noms. Donc, oups, bon, un autre nom. Chaque fois que je le dis, vous ajoutez un autre nom, c'est bon. Alors, Monsieur Denalskiu.
Nedelko, oui. C'est la deuxième question et la dernière. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça, vous savez. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Vous parlez dans le projet, quand vous avez fait la présentation, tout est bon, tout est super. Vous parlez des 20 camions qui arrivent, 20 camions qui partent pendant une période de l'été, pendant la période hiver 10-10. On ne sait pas qui va contrôler ça, on sait rien sur... on ne va pas faire à la porte de l'entrepôt là-bas une liste avec les camions qui rentrent, les camions qui sortent. Je ne pense pas. Mais ma question est pourquoi on a 26 ou 27 portes de chargement dans l'entrepôt si on a juste 10 camions qui rentrent pour charger? Ça me surprend. Alors on n'utilise pas celui qui a le business là-bas, l'entreprise là-bas, il joue en perte. Alors, c'était ma question. Pourquoi autant de camions, 10 camions et pas 26? Hein? Allez-y. Oui. D'abord, j'aimerais juste préciser, vous dites que notre présentation dit que tout est bon et tout est super, mais ce n'est pas notre intention. L'intention ici est vraiment de vous informer, de vous montrer le projet tel qu'il nous a été soumis, puis d'aller chercher vos commentaires. Au niveau du contrôle, effectivement, il n'y a pas de contrôle au niveau du zonage sur le nombre de camions entrants et sortants. C'est donc de l'information qui a été fournie par le requérant, puis sur une proposition qui est déposée. Puis ce contrôle-là, donc, il n'y a pas de contrôle une fois que les permis sont émis, une fois qu'un changement de zonage est accordé, que les permis sont émis, il n'y a effectivement pas de contrôle sur le nombre de camions entrants et sortants. Pourquoi 27 quais de chargement-déchargement? Je serais portée à vous dire que peut-être que tous ne vont pas entrer, sortir en utilisant les mêmes portes, peut-être une question de logistique, mais c'est de l'information dont je ne dispose pas. Je vous inviterai à nous soumettre la question par écrit pour qu'on puisse questionner davantage le requérant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous terminons la période des questions. Je vous rappelle que vous avez 15 jours pour soumettre vos questions, vos commentaires. Et je vous rappelle aussi qu'on est là pour bien les prendre en note et s'assurer de répondre à toutes vos questions si possible. Alors, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous quittent avec ce projet. Et nous avons maintenant le deuxième règlement qui va nous être lu par, je prends mes notes ici, par Madame Chantal Letendre. Alors, je vous passe la parole. Madame Letendre, à vous. Merci. Alors, le projet de règlement numéro L12850, ça vise une modification à notre règlement L12507 concernant la démolition d'immeubles d'intérêt patrimonial. Donc, essentiellement, ça vise à le modifier d'abord pour le rendre conforme à des nouvelles dispositions qui ont été mises en place, qui ont été intégrées à deux lois, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur le patrimoine culturel, modifications que je vais vous énumérer un peu plus tard. Et la Ville propose certaines corrections également, puisqu'elle procède à une modification de son règlement de démolition. Elle propose d'apporter aussi certaines corrections. Ça vise vraiment à corriger, en fait, c'est des corrections mineures, et ça vise vraiment à corriger certains irritants qu'on a relevés au cours des derniers mois lorsqu'on applique le règlement de démolition et lorsqu'on traite des dossiers. Alors, une mise en contexte pour vous expliquer quelles en sont les modifications qui ont été apportées aux deux lois. En juin 2020, donc on remonte à il y a un peu plus d'un an, il y a eu un audit de la vérificatrice générale du Québec qui a été publié, dans lequel elle y mentionnait l'urgence d'agir pour sauvegarder le patrimoine immobilier au Québec. Elle invitait, dans le fond, tous les paliers gouvernementaux, incluant les paliers locaux, à se doter d'outils et réglementaires et législatifs pour venir, dans le fond, encourager la préservation du patrimoine de tous les immeubles au Québec. Donc, suite à ça, il y a eu plusieurs gestes qui ont été posés dans le fond, le 1er avril dernier, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions qui avaient été introduites par, en fait, le projet de loi 69. Dans le fond, nouvelles dispositions qui ont été intégrées dans, comme je disais, les deux lois.
Essentiellement, qu'est-ce que ça représente pour le palier local? C'est que ça représente des nouvelles obligations. Ces obligations-là, dans le fond, il y en a plusieurs, mais je vous dirais que la principale, c'est que toutes les MRC ou les municipalités hors MRC, et c'est le cas de Laval, devront se doter d'un règlement de démolition. Donc, pour la Ville de Laval, c'est sûr que, puisqu'elle a déjà son règlement de démolition, elle devra le modifier pour se conformer aux nouvelles dispositions de la loi. Et un fait important, c'est que la modification des lois a amené aussi une mesure transitoire immédiate. Cette mesure-là, en fait, ce qu'elle oblige, c'est qu'il faut notifier au ministre toute intention d'autoriser la démolition d'un bâtiment construit avant 1940. Donc, en d'autres mots, les nouvelles dispositions prévoient que dans les 2 ans, toute municipalité doit adopter un règlement de démolition ou toute MRC. Dans le fond, afin d'assurer un contrôle quand même de la démolition, tous les bâtiments qui pourraient avoir un intérêt patrimonial, dans le fond, il y a une mesure transitoire qui a été intégrée. Nous sommes assujettis à cette mesure transitoire-là. Dans le fond, si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Cette mesure transitoire-là, donc, il faut notifier au ministre. Une fois que le ministre est saisi d'un dossier, le ministre analyse et doit donner son avis dans les 90 jours. Donc, bien entendu, ce délai-là qui est nouveau s'ajoute au délai de traitement des demandes de démolition que nous avons déjà. Et ça représente, la Ville a, dans le fond, identifié que ça représentait quand même un enjeu important là, pour le requérant au niveau du délai. Alors, vous avez ici une image des délais additionnels que ça occasionnerait pour un dossier, une demande de démolition standard. Donc, pour tout bâtiment construit avant 1940, la Ville traite une demande pour un délai d'environ 1 mois. Alors, ce qui est important de signifier, c'est toutes les demandes des bâtiments. Donc, ce n'est pas seulement des bâtiments d'intérêt patrimonial, donc c'est toutes les demandes de démolition de tous les bâtiments construits avant 1940. On aura à les transmettre au ministre. Donc, au 1 mois qui est déjà prévu, on ajouterait 3 mois. Donc, voici les délais supplémentaires de la mesure transitoire. Et pour ce qui est des autres demandes, qui sont les demandes de démolition pour un bâtiment qui est assujetti au règlement de démolition, en fait, ce qui est important de dire à la diapo suivante, c'est que, dans le fond, pour un bâtiment qui est assujetti déjà au règlement de démolition, le délai est quand même déjà très long, puisque le règlement de démolition prévoit plusieurs étapes. Donc, on estime actuellement que les délais sont de 4 à 6 mois. Donc, si on ajoute un délai de 90 jours, avec la mesure transitoire, on est dans des délais très longs pour un requérant lorsqu'il fait sa demande de démolition. Donc, voici la liste des modifications qui sont prévues au projet de règlement. Donc, c'est d'abord de modifier le titre pour se conformer à la loi. Donc, plutôt que le titre actuel serait modifié pour être nommé seulement « Règlement de démolition ». On vise aussi à reformuler la définition d'immeuble patrimonial et à préciser dans la terminologie le rôle du comité de démolition, tout ça aussi pour se conformer à la loi. On vise à ajouter dans la terminologie les expressions appelant et requérant, puisque ce sont des termes qu'on va utiliser après dans les nouvelles dispositions. On vise à spécifier que le Conseil local du patrimoine, dans le cas de Laval, il serait remplacé par le CCU, doit être consulté avant la décision du comité de démolition. Et ce, pour un immeuble patrimonial, parce que le règlement de démolition pourrait éventuellement viser d'autres bâtiments que des bâtiments patrimoniaux. On vise à prévoir qu'un tiers puisse acquérir un immeuble à démolir dans un délai de 60 jours après l'avis public. C'est une nouvelle disposition également de la loi. On vise à préciser que l'avis public doit être transmis au ministre sans délai et à ajouter des critères pour évaluer la demande d'autorisation de démolition. Encore là, des critères qui sont obligés par la loi. Et on va rendre l'audition publique obligatoire. Actuellement, dans notre règlement, nous avons cette procédure, mais elle est facultative. Ensuite, on vise à ajouter que la décision du comité de démolition doit faire l'objet d'un avis expliquant les règles de révision. Et on prévoit des mesures permettant au comité exécutif d'adopter une résolution exprimant son intention de réviser une décision dans les 30 jours suivant une décision du comité de démolition. Donc, voici ce qui complète les nouvelles modifications pour se conformer à la loi. Et les corrections mineures, comme je vous disais, c'est vraiment pour faciliter l'application.
Donc, on va remplacer dans la terminologie, c'est un petit détail, mais comité par comité de démolition, c'est vraiment pour fin de meilleure compréhension. On va préciser que le règlement s'applique également à un immeuble patrimonial qui a fait l'objet d'un déplacement. Donc, puisque nos immeubles assujettis sont inscrits sur une carte, s'il est prévu de déménager un bâtiment visé, on souhaite que le règlement de démolition soit aussi applicable à ce bâtiment déménagé. On va prévoir une remise partielle d'au moins 50 % de la garantie monétaire. Dans le fond, lors d'une demande, le requérant doit déposer une garantie financière et actuellement, on lui remet seulement à la fin des travaux, la fin complète des travaux. Or, on va autoriser de remettre 50 % s'il reste seulement, dans le fond, les travaux d'aménagement extérieur qui, selon la saison, peuvent prendre jusqu'à 6 mois après la fin des travaux. On vise à permettre, de la part du comité exécutif, de nommer un membre suppléant. Le comité est actuellement composé de 3 membres élus. Donc, bien entendu, pour avoir quorum, il faut que les 3 membres élus soient présents. Puis, on voulait prévoir un membre suppléant là, dans le cas où un membre ne pourrait se présenter. Et on vise à préciser le rôle de décision du comité exécutif lors d'une demande de révision. Encore là, c'est pour venir clarifier là, un certain article qu'on a dans le règlement. Alors, voilà ce qui fait le tour des modifications. C'est important de mentionner qu'il n'y a aucune modification à la liste des immeubles assujettis au règlement de démolition qui est prévu dans le présent projet de règlement. Donc, tous les bâtiments qui sont visés, les immeubles qui sont visés, parce qu'on a aussi des croix de chemin et un caveau. Donc, tout ce qui est déjà assujetti va être maintenu assujetti. On ne vient pas modifier la carte. Pour les prochaines étapes, donc, dans le fond, il y a la consultation publique qui va être de 15 jours. Donc, toute personne intéressée à déposer des commentaires ou à poser des questions peut le faire via la plateforme web. Dans le fond, les préoccupations des élus seront transmises aux élus. Les préoccupations citoyennes seront transmises aux élus, pardon. Et dans le fond, il est prévu que l'adoption du règlement se fasse en octobre. Publication du rapport en octobre également, le rapport de consultation et décision du conseil municipal d'adopter le règlement pour une entrée en vigueur fin octobre. Et c'est seulement, en fait, c'est à l'entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement de démolition que serait levée la mesure transitoire, en fait, qui est la principale raison pourquoi on ne prend pas 2 ans pour modifier notre règlement, mais qu'on a décidé d'agir dès maintenant. Alors, pour les prochains 15 jours, tel qu'il a déjà été mentionné, nous allons mettre sur notre plateforme l'enregistrement de la présente consultation virtuelle. On va déposer également le projet de règlement. Et dans le fond, toute personne qui souhaite poser ses questions et commentaires peut le faire à l'adresse suivante, assemblée.urbanisme@commerciallaval.ca. Et donc, je terminerai en disant que ce projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc, la période des questions est ouverte. Je vous rappelle que pour prendre le droit de parole, vous pouvez peser sur l'icône qui est la petite main et demander le droit de parole. Toutes les discussions se font avec le respect mutuel, évidemment, comme d'habitude. Et nous allons essayer de répondre à toutes vos questions. Au moment où est-ce que ce sera votre tour de prendre la parole, je vous demanderai d'ouvrir, si vous voulez, la caméra, mais au moins le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, on vous écoute s'il y a des questions sur le règlement. Il n'y a aucune question. Je présume qu'il n'y a pas de citoyens non plus. Non? Donc, il n'y a pas de questions. Là-dessus, je vous remercie de votre participation et on attend vos commentaires qui seront par écrit s'il y en a lieu. Sinon, bonne soirée. Hey, je m'excuse, j'ai ouvert mon ordinateur. Je pensais pas que ça ferait... J'étais tellement mal. Surtout mesdames. OK, c'est beau. Non, mais quand même. Hein, c'est tous vous autres. Bravo à vous autres. C'est bon? Bravo. Oui, je pense que tu étais concentrée. Écoute.